Alors je disais récemment qu'il y a une volonté de la part de l'élite financière, il y a une double volonté. La première, c'est d'affaiblir les États, les nations, donc le processus a commencé depuis très longtemps. Et la seconde est d'affaiblir, voire de détruire la classe moyenne qui fait de l'ombre ou qui éventuellement représente un danger pour cette classe dominante. Et comme en Occident, les classes moyennes, elles sont principalement, ou en tout cas initialement, d'origine blanche, eh bien il s'agit, et on le voit très bien depuis les années 60, c'est un phénomène que j'ai parlé à plusieurs reprises, en tout cas aux États-Unis, il s'agit de créer, dans un premier temps, donc c'est un phénomène encore plus ancien, donc on a aboli l'esclavage contre les blancs, on va dire suprémacistes, mais qui étaient également conservateurs et qui étaient contre, notamment, et qui étaient par voie de conséquence, qui n'étaient pas cosmopolites, en tout cas dans le sens où on l'entend, où on le voit chez l'élite des marchands banquiers, et ils étaient attachés à la terre, donc ils avaient cet ascendant séculier, et donc on leur a opposé l'humanisme, qui en soi n'est bien sûr n'est pas entièrement condamnable. Il y a énormément de points positifs dans l'humanisme, mais malheureusement, pour éventuellement baisser la garde de son adversaire afin de mieux le fustiger et de mieux exploiter les forces en présence en vue de les diriger contre ses ennemis afin de concrétiser ses propres ambitions et ses propres volontés. Et donc on a utilisé cet élan humaniste, donc qui naît d'un sentiment philanthrope universel, contre, dans un premier temps, les États en place, ensuite contre les propriétaires terriens, et bien sûr, à chaque fois, il s'agit de se réapproprier les gains que les perdants dans ces conflits eh bien, avaient perdus. Et on le voit notamment, c'est l'une dernière étape, avec la décolonisation, et on va revenir sur ce point, des pays colonisés, qui a été vanté pour un pays qui est entré tardivement dans la danse impérialiste, et qui, pour récupérer son retard, il s'est, bien sûr, sous l'impulsion de l'élite financière, eh bien, il a contribué à la promotion de l'émancipation des pays colonisés. Et on a un très bel exemple avec l'Algérie. Donc un même Kennedy qui était sur de nombreux points contre l'élite financière, mais qui, pour le coup, bien sûr, on dresse de lui un portrait de héros. En réalité, tout n'est pas manichéen. Il était partisan de la décolonisation de l'Algérie. D'ailleurs, il a rencontré Ben Bella peu avant son décès, donc le premier président algérien. Ben Bella a été déchu, Kennedy assassiné, et il y aurait éventuellement une participation de l'EAS dans l'assassinat de Kennedy, mais bien sûr ça c'est à prouver. Il est possible que ce ne soit que des exécutants d'une main plus puissante. Et donc, il s'agit de décoloniser les pays entre les mains des anciennes puissances européennes, d'émanciper les Afro-Américains de leur de système ségrégationniste qui opérait au cœur des États-Unis,
Et ensuite, donc bien sûr, on a un exemple dans Hollywood pour instrumentaliser, voire exciter, et en tout cas profiter de l'élan ambiant en ce qui concerne ces événements, donc qui ont été reproduits au grand écran sur Hollywood pour l'une de ces trois raisons. Ensuite, il s'agit, une fois la ségrégation abolie, de créer une classe moyenne afro-américaine et de façon concomitante à encourager le mixage, la mixité raciale. Pour le premier point, il y a, comme je l'ai déjà expliqué par le passé, le couple Black Blonde. Et pour le second point, il y a tous les feuilletons ou les films qui mettent en avant une classe moyenne aisée afro-américaine. Et bien sûr, la série emblématique est, pour entériner ce point, Le Prince de Bel-Air. Et donc, bien sûr, les États-Unis, ils ont un temps d'avance sur la France, comme d'habitude, entre 30 et 40 ans. Après, il faut comprendre, parce que des fois, il y a des choses qui sont quasi simultanées. Il est même possible que la France, elle précède les États-Unis sur la mise en application d'un plan global. On le voit avec, ça aussi j'en ai déjà parlé, mai 68, qui a précédé Woodstock, le mouvement Woodstock aux États-Unis, d'émancipation de liberté, libertaire et libertine. Mais souvent, l'élan global, il provient avant tout des États-Unis. Et ici, on reproduit le schéma américain, donc on ne change pas l'équipe qui gagne, sous la férule du mentor des présidents, Jacques Attali, un messianiste féru, doublé d'un stratège hors pair, qui physiquement ressemble à un autre messianiste dans un autre domaine qu'est Steven Spielberg. Eh bien, il a eu la saugrenue idée, donc on ne va pas redécrire les étapes par lesquelles sont passées la France pour affaiblir ou faire une pierre deux coups, affaiblir à la fois la nation française et la classe moyenne. Donc on est passé par, et aussi, il s'agit aussi de cristalliser l'opposition. Donc on l'a vu avec Touche pas à mon pote, ensuite avec le mouvement rap. Donc c'est des phénomènes récurrents parce qu'en réalité il existait déjà dans les années 60, lorsque le rock a été introduit en France, et les twists et autres. Donc en tout cas la culture populaire américaine, elle a infiltré l'Europe. D'ailleurs c'était l'une des conditions à la fin de la guerre, de laisser la culture américaine envahir l'Europe. Donc cette condition a été mise à la France et à d'autres pays, qui en voient les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en France, il y a eu un mouvement concomitant entre la promotion du rap et la lutte contre la religion musulmane et la lutte contre le racisme et l'émancipation de ce qui était considéré avant cela comme un acte contre nature, qu'est l'homosexualité, et qui est lié bien sûr avec la mixité, avec le mixage des races, donc il symbolise la blonde avec son pendant féministe, et donc sur lequel débouche l'homosexualité, et le black avec son pendant mixité raciale, sous le couvert d'un universalisme humaniste. On le voit avec Benetton, United Color of Benetton. Donc ce sont des slogans
parfois occultes, qui viennent en tout cas des mondes occultes et de l'élite franc-maçonne. Eh bien, en France, il s'est passé récemment, quasiment de façon simultanée, avec un autre opus américain qui lui a été réalisé par Spike Lee. Donc c'est un faux subversif. Donc c'est toujours intéressant de détecter ces faux subversifs. On avait vu par le passé avec Tarantino, qui est lui un pur vrai faux subversif, avec Oliver Stone, qui malgré tout est quelqu'un d'engagé, sauf que le système lui profite de son engagement, il instrumente son engagement. Donc lui c'est un vrai engagé, faux subversif, et un vrai dindon de la farce. Et donc ici nous avons deux engagés, en la personne de Spike Lee, mais un faux subversif, et l'autre, c'est un nouveau réalisateur français qui s'est fait connaître par le passé. Bien sûr, je ne suis pas l'actualité cinématographique, mais c'est-à-dire je ne connais pas l'importance qu'il a pris dans les médias, mais je sais qu'il s'est fait connaître par le passé en tant que scénariste, et là il s'est fendu d'une production, d'une réalisation, et qui est Abdelraouf. Je ne connais pas son nom, Nafri ou Rafri, il faudra que je revoie son nom, pardon, si j'écorche son nom. Donc c'est un nom qui n'est pas très pas vraiment une consonance d'assimilation. C'est très difficile de traduire Abdelraouf. Mais bon, il y a toujours des techniques pour franciser un nom. Eh bien, ils se sont vendus pratiquement d'un film qui aborde le même thème à quelques mois près, ou dans un climat de dégénérescence ou d'effondrement de la classe moyenne. Et pour lui mettre le coup de grâce, eh bien, on va complètement délégitimer l'ancien monde et son symbole blanc sur les cendres desquels naît un nouveau monde qui est issu non pas d'immigration mais d'un mélange de tous ces mondes réunis, donc, et qui sont bien sûr castrés, lobotomisés, afin de les rendre plus malléables et mieux les fustiger. Eh bien, notre ami Abdelraouf, il s'est fendu d'un film sous ses airs d'artiste subversif. Mais ça, il fallait prévoir l'émergence d'artistes issus de l'immigration qui allaient participer à cette précipitation du déclin, dans sa phase de la superficialité, qui met en avant la dimension artistique de l'homme, qui est bien sûr un avatar, qui est une tumeur, une excavation du déclin. Et bien sûr, on s'en vante. Et force est de constater que pour faire revivre cette superficialité qui est arrivée à saturation, eh bien, il fallait lui ramener des nouveaux ingrédients avec sa dimension exotique ou encore attachée aux valeurs du passé, donc qui contrastent avec la superficialité ambiante et qui ont une cause à défendre. Et cela aussi, ça contraste avec la superficialité ambiante. Et avec le tout, on fait une recette, bien sûr qui tend vers la superficialité, puisque cette superficialité, elle va absorber cet élan artistique pour mieux le digérer. Et donc, avec le tout, on va concocter un art, on va impulser un nouvel art qui est éventuellement issu de la migration, ou aux États-Unis, issu de l'ancienne classe défavorisée noire, et bien sûr, avec un fort ton d'engagement, anti-blanc, mais en fait, on va dire anti-nation sous lesquelles
a été exercé le racisme qu'est la France et les États-Unis, et allant jusqu'à remettre en question l'engagement des Noirs pour Spike Lee et des Algériens pour Abdelraouf à la guerre 39-45 contre les Allemands, c'est exactement la même trame que respectent les deux films. L'un, il s'épanouit au Vietnam, qui est aussi qui est le bourbier américain, donc qui alimente les phobies jusqu'à nos jours. Et pour mieux décrier cette civilisation en phase terminale, et qui était représentée par les Blanches, et en essayant de lui donner un nouvel élan multiracial, avec bien sûr à leur tête les Afro-Américains, même si en cela ils ont des concurrents très féroces en les personnes des latino-américains. Donc dans le film de Spike Lee, ça se passe au Vietnam. Dans le film d'Abdelraouf, ça se passe en Algérie. Donc c'est le pendant vietnamien français. Pour dénoncer l'État français, respectivement l'État américain et français, pour affaiblir la classe moyenne, qui est elle aussi malheureusement ou heureusement en phase finale. Heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place. Et on retrouve un autre ingrédient, qui est une Vietnamienne, dans le film de Raouf. Et chez Spike Lee, ça se passe au Vietnam. Et dans le film de Spike Lee, il y a un black issu de l'immigration, donc du côté des Français, mais qui se remet en question sur les atrocités de la guerre. Et dans le film de Spike Lee, il y a ces 5 blacks, anciens combattants, qui remettent en question leur participation à cette guerre sanglante. Et donc, ils remettent en question la légitimité de la guerre, ils remettent en question l'atrocité de la guerre, ils remettent en question l'engagement des États-Unis aux côtés des Français contre les États-Unis, contre l'Allemagne. Et dans le film d'Abdelraouf, on remet en question l'engagement des Algériens indigènes aux côtés de l'armée française contre l'Allemagne. On a des parallèles extrêmement troublants entre ces deux films, dans une période où on instrumentalise les faits divers aux États-Unis. Bon, c'est récurrent aux États-Unis, hein, pour des raisons électorales, pour n'importe quelle raison. Bon, bien sûr, il peut y avoir des raisons macro, il peut y avoir des raisons idéologiques. Et bien de temps à autre, il y a un scandale d'un policier blanc qui malmène un citoyen noir. Donc ici, dans ce contexte d'après-confinement, il est possible que ce genre d'événement tombe à point nommé, comme pour enfoncer le clou, après avoir désintégré complètement la classe moyenne. Et bien sûr, ces deux films aidant, avec bien d'autres productions hollywoodiennes, et bien sûr cinématographiques de façon générale, et bien d'enrichir ce phénomène. Il est même possible que en parallèle, il y ait un autre phénomène auquel éventuellement, et auquel certainement j'ai beaucoup moins d'informations, et en sachant que le premier j'en ai très peu, et qui est de monter les communautés les unes contre les autres. Alors j'avais parlé par le passé d'un phénomène qui était que des contes, des trolls, des faux contes marocains s'opposaient à de faux contes algériens pour jeter l'animosité entre les deux pays. Il y avait malheureusement des youtubeurs d'origine, ou on va dire des commentaires d'origine communautaire qui se vantaient de participer à ce phénomène dans l'intérêt d'Israël. Il y avait aussi des velléités d'animosité qui se montaient entre Africains et Maghrébins. Et là aussi, il y a certainement derrière des revendications politiques plus sérieuses. Et malheureusement, le phénomène se perdure.
Mais il existe aussi un phénomène concomitant et qui est l'instigation des idées modernistes dans les rangs des musulmans. Donc ça, j'en ai parlé récemment, je ne reviens pas dessus. Et c'est pas les mêmes, peut-être pas les mêmes personnes, mais qui proviennent éventuellement des mêmes horizons et qui sont mus par les mêmes ambitions. Wallah al-musta'an.